Parler à présent de la France insoumise. D'abord puisque à quelques mois des élections municipales, le mouvement ne se cache plus d'assumer une stratégie de vote communautaire. Vincent Fandez a compilé pour nous un certain nombre des dernières déclarations des élus. On l'écoute. Lors d'une interview publiée récemment, le député LFI de Seine-Saint-Denis, Ali Diawara, assure ne s'intéresser qu'à une certaine catégorie d'électeurs. Moi, mon sujet, c'est les gens de chez nous. Quand je dis les gens de chez nous, c'est les Noirs et les Arabes qui ne votent pas. Je suis en mission, et c'est ça mon sujet. Le reste, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais j'en ai rien à faire. Carlos Martins Bilongo, député LFI du Val d'Oise, s'est également illustré dernièrement. Dans une interview, il oppose deux camps, dont le sien, sans pour autant préciser davantage. On va leur montrer qu'on est plus nombreux, on est plus intelligents, plus endurants. Si on a fait plus de gosses qu'eux, tant pis pour eux. S'ils voulaient faire des gosses, ils avaient qu'à s'aimer, faire l'amour et faire des enfants. Enfin, ce week-end, ce sont les propos de Sébastien Delogu qui ont fait polémique lors d'un meeting à Saint-Denis. Saint-Denis et Pierrefitte ont été des terres où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés. Vous avez une opportunité en or qu'enfin un racisé dirige ces deux villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir ici. Et je vous le dis franchement, vous êtes observé à travers tout le pays. Le député des Bouches-du-Rhône dit vouloir faire de cette terre historiquement communiste une terre insoumise. Alors, ce qui est intéressant, Rachel Kahn, quand on lit un petit peu dans le détail les déclarations, ce sont trois députés, Ali Diawara, donc qui explique mon sujet, ce sont les gens de chez nous, c'est-à-dire comprenez visiblement qu'il ne se sent pas français. Son collègue Carlos Martins Bilongo de la même chose. On va leur montrer qu'on est plus nombreux, on est plus intelligent, on est plus endurant. Sébastien Delogu de la même manière, il explique que il faut une autre France. On se dit ces trois personnes ont choisi d'être élues, d'être député de la nation, et pourtant, non seulement ils crachent sur la France, mais ils semblent en plus ne pas s'identifier à ce peuple français qu'ils sont censés représenter. Ça me semble un peu paradoxal. Sur les trois passages que vous avez cités, moi, ce qui m'interpelle, c'est la haine. Parce que finalement, c'est ça. Alors, on pourrait être plus long dans l'analyse. C'est vrai que l'essentialisation est terrible, la déshumanisation, le séparatisme, d'utiliser cette couleur de peau ou des origines pour ne plus faire corps avec la France. Et finalement, il y a toujours ce mot aussi de racisé, moi, qui me révulse, qui, au regard de votre couleur de peau, vous empêche de penser librement, vous empêche de vivre librement, et maintenant vous empêche de voter librement, puisque Sébastien Delogu dit bien, les racisés, on vous regarde. Oui. Donc c'est à partir du moment où vous êtes libre, c'est là où vous êtes traité aussi de banania, de négresse de maison, d'arabe de service. Et la méthode, finalement, c'est changer le logiciel de la lutte des classes à la lutte des races, donc d'utiliser le racialisme pour soi-disant lutter contre le racisme. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils ne font que monter les Français les uns contre les autres, violer éperdument nos principes fondamentaux, violer tout ce qui constitue notre démocratie, où nous sommes un peuple politique, nous ne sommes pas un peuple ni ethnique, ni religieux, et que nous nous accordons tous ensemble sur des principes et des valeurs fondamentales, et notamment la liberté de conscience, la liberté d'expression et la liberté de penser. Et pour prolonger ce que vous venez de dire, qui est très juste, évidemment, Rachel Kahn, c'est vrai que Jean-Michel Salvatore, on a l'impression que la France insoumise, qui prône évidemment d'être un mouvement antiraciste, est celui qui discrimine sans doute le plus, parce que, comme le disait Rachel, ils expliquent qu'à partir du moment où vous êtes racisé, vous devez penser ceci, vous devez voter comme ceci. C'est extrêmement violent presque par rapport à leurs électeurs de dire on vous connaît, on sait ce que vous votez, on sait ce que vous pensez. Si c'est pas la définition même du racisme, faut qu'on m'explique. Oui, non, mais vous avez raison. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les masques tombent. Et que finalement, on voit la stratégie de la France insoumise d'une façon très transparente. Et ce qui est en fait assez dramatique, c'est que la prédiction de Gérard Collomb, lorsqu'il avait quitté le ministère de l'Intérieur en 2018 ou 2019, il avait dit « Nous étions jusqu'à présent côte à côte et nous serons bientôt face à face ». Eh bien là, je crois que nous y sommes. Et le fait que nous soyons face à face et qu'il y ait d'un côté des Français et de l'autre côté des députés français élus par le peuple français qui se retrouvent face à face dans un discours et dans un antagonisme très fort, anti-blanc, anti-français, etc. Moi, je trouve que c'est gravissime. C'est vraiment, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie rupture. On voit bien que la France insoumise
a une stratégie très claire, c'est d'aller draguer l'électorat communautariste. Déjà, il faut voir qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, Éric Coquerel, qui est député de la Seine-Saint-Denis, est déjà élu par 65% des électeurs au premier tour. Donc c'est vrai qu'il a une base électorale qui est très puissante et on voit bien que l'idée, c'est de faire prospérer cette base électorale et d'essayer d'attirer vers la France insoumise toute cette communauté qui peut se considérer comme exclue. Et donc là, vraiment, la prédiction de Collomb, elle se réalise et franchement, ça glace le sang. Ça glace le sang parce que Bernard Conadad, on a l'impression que maintenant la France insoumise assume pleinement de dire en fait, il faut qu'on divise pour mieux régner. Il faut que ce vote communautaire qu'ils veulent aller chercher, eh bien, il faut que ces électeurs-là, on les fasse se sentir exclus de la communauté nationale pour être sûr de récupérer leur vote. C'est d'un cynisme absolument absolu. Oui, ils ont tourné le dos aux valeurs de la République. Les valeurs de communauté qui ne sont pas les valeurs de la République. On est loin des fondateurs de la République, les Cambacérès, les Condorcet. On est loin de tout ça. On est dans un parti politique qui, en fait, est devenu une secte politique avec un clientélisme affiché identitaire. C'est-à-dire que ce que l'on cherche, c'est regrouper un certain nombre de communautés qui se sentent en dehors de la communauté nationale qui est la seule qui doit nous réunir. Et donc cette identité fait partie d'un corpus qui vise à exclure l'ensemble de ceux qui ont construit la nation. Et c'est bien ça qui est dangereux et qui va au rebours de nos valeurs des Lumières, moi je le dis, y compris de ceux qui mélangent un État religieux avec un État séculier. C'est totalement en dehors de ce que nous avons construit en France. Et puis ça va surtout dans un phénomène d'exclusion des autres, c'est-à-dire tous ceux qui ne partagent pas cette vision minoritaire, renfermée sur elle-même, qui est quand même, il faut le reconnaître, centrée sur un islamo-gauchisme militant qui est réapparu aujourd'hui avec en ligne de mire un antisionisme et un antisémitisme complètement décomplexé. Justement, Fabrice Hakoun, finalement, toutes ces déclarations vont dans le sens de ce que veut Jean-Luc Mélenchon quand il parlait et quand il apprenait la Nouvelle-France. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a théorisé et a totalement assumé l'idée qu'il fallait une nouvelle France et qu'il fallait que les Français soient quelque part remplacés. Lui-même le disait assez clairement. Excusez-moi, mais ça n'est ni plus ni moins qu'une théorie de l'eugénisme inversé. C'est-à-dire que de vouloir absolument forcer une population à se créoliser ou alors vouloir se forcer à ce qu'elle soit totalement blanche, c'est une forme de suprémacisme, c'est une forme d'eugénisme inversé. Je voudrais reprendre ce que disait M. Cohen-Haddad, tout à fait. En fait, c'est encore plus pernicieux que ça. S'ils s'appropriaient une situation catastrophique de racisme, etc., pour en faire leur combat, je pense que je serais parmi eux. Mais ça n'est pas le cas. Ils inventent d'abord une situation, ils la provoquent, et après, une fois qu'ils l'ont créée, ils disent la défendre et ils s'érigent en défenseurs. Parce que le racisme systémique en France, c'est un mensonge absolu. C'est une hérésie de parler de racisme systémique pour le pays de l'aide médicale d'État, le seul pays au monde qui finance les soins de personnes qui sont en situation irrégulière au lieu de les pourchasser. Et de dire que ce pays est un pays au racisme systémique, c'est un scandale absolu. La France n'est pas un pays au racisme génétique, c'est un pays au racisme réactionnel. Il y a du racisme partout. De toute façon, dans le monde entier, parce qu'on est dans une stratégie du chaos politique. Et donc, ils le provoquent, parce qu'ils sont en train de provoquer un racisme réactionnel des Français qui en ont assez, et puis après, ils le pointent du doigt en disant, regardez, il y a un racisme en France. Mais il n'y a pas moins raciste que les Français, il faut arrêter avec cette hérésie-là. Et pour finir, cette haine, elle est terrifiante et c'est un prétexte. Je peux vous dire, et cette fois en tant que juif, pas seulement en tant que Français, 2000 ans, presque 2000 ans de persécution juive. Et je suis un très grand patriote. Et j'aime ce pays parce que c'est mon pays. Donc c'est une hérésie de dire que parce qu'on a été à un moment donné colonisé, on doit haïr ce pays. Sinon, les Cambodgiens, les Laotiens, les Vietnamiens, l'Indochine, je vous rappelle, qui a été colonisée par la France aussi, auraient la même haine, or ils ne l'ont pas. Donc tout ça, c'est un prétexte. Et pour finir et pour conclure, ce qui me rend complètement et presque hystérique, c'est de voir que ceux qui précisément accusent la France de racisme sont la preuve du contraire. Carlos Martins Bilongo, Rachel Obono, tous ces députés aujourd'hui... Daniel, je confondais avec Rachel Kahn, elle est d'une autre trempe. Rapidement, Fabrice, parce qu'il faut qu'on avance. Voilà. Et je peux vous dire qu'ils sont la preuve exacte du contraire de ce qu'ils affirment.
Et justement, cette stratégie, elle est intéressante et dévoilée par Karima Katim, qui est une élue de Seine-Saint-Denis et qui a décidé de quitter la France insoumise. Elle est également présidente de l'association Amitié franco-algérienne et elle explique ceci. Elle dit d'abord que ce départ n'est pas une réaction épidermique, c'est le résultat d'un constat lucide. Je ne peux plus cautionner des orientations politiques que je juge dangereuse, incohérente et éloignée des responsabilités que réclame la situation actuelle. Et ensuite, elle décrit très bien ce que vous disiez à l'instant, Fabrice. Les Français d'origine algérienne, comme l'ensemble des citoyens aux identités plurielles, aspirent à une représentation politique juste, responsable et respectueuse de leur histoire. Ils ne doivent plus être convoqués comme argument politique quand cela arrange, puis ignorés quand il s'agit de construire réellement. Ils méritent une parole courageuse, honnête, stable et responsable. Ils méritent une force politique qui les respecte, pas une formation qui joue avec leurs espoirs. C'est intéressant ce qu'elle dit, Rachel Kahn, parce que elle met en avant à la fois le cynisme absolu de se servir de certaines causes pour prospérer, en disant bien que derrière, finalement, il n'y a pas beaucoup de sincérité, que c'est un moyen de se faire connaître et d'être présent médiatiquement. Exactement. Alors, je partage pas beaucoup de choses avec cette députée, mais on peut saluer... Elle n'était pas députée, hein. Elle était élue municipale au Blanc-Ménil. Oui, pardon. Mais effectivement, ce qu'elle relate, c'est très précisément ce que j'écrivais il y a quelques années dans mon ouvrage « Racé ». C'est-à-dire, en fait, cette méthode désarmante sur la victimocratie, essayer de titiller l'émotionnel, être toujours dans la vindicte, dans la vengeance, instrumentaliser la colonisation, mais on ne vous parlera jamais à LFI de la colonisation arabo-musulmane, notamment de l'Afrique noire, ni de l'esclavage arabo-musulman, 13 siècles d'esclavage, on ne vous en parlera jamais. En revanche, on utilisera l'esclavage européen occidental pour pouvoir confronter une partie de la population, les fameux racisés, contre une autre et culpabiliser aussi l'ensemble des Français. Et culpabiliser notamment les personnes avec des origines multiples, comme cette personne qui ne serait pas dans le rang. Finalement, ce parti LFI veut être propriétaire de vos origines et de votre couleur de peau, tout comme l'étaient les esclavagistes à l'époque. Oui, et malheureusement, effectivement, ne sont pas peut-être dans le bon sens, en tout cas ce que disait Karima Katim notamment, et elle prolonge là-dessus sur la fracturation des peuples. Comme vous le disiez à l'instant, on ne fracture pas des peuples pour occuper l'espace médiatique. On ne manipule pas les sentiments et les blessures historiques pour exister. Les liens profonds entre nos sociétés doivent être défendus avec sérieux, loyauté et maturité. Jean-Michel Salvatore, elle a raison, c'est-à-dire qu'elle voit bien à quel point dans son parti la stratégie a été de monter les gens les uns contre les autres, de prendre des combats de manière sans doute opportuniste plus que sincère. Et cet élu qui défend véritablement, la cause des Algériens se dit, en fait, je ne peux pas être l'idiote utile, quelque part, de ce parti. Oui, moi, ce qui me frappe, en effet, c'est ce qu'elle critique, finalement, c'est l'absence de sincérité. C'est en fait ce qu'elle dit à tous ceux que la France insoumise essaye de draguer. Elle leur dit, en fait, ils vous instrumentalisent, ils vous mentent, ils se servent de vous comme d'un marchepied pour arriver à leur objectif qui est un objectif de chaos politique. Bon. Et je trouve que finalement son témoignage est très intéressant parce qu'il permet finalement, c'est un témoignage de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle est vraiment... Elle était membre de la France insoumise, elle a vu de l'intérieur comment les choses se passent, elle a pu entendre des discours assez décomplexés des uns et des autres, et ce qu'elle nous dit aujourd'hui, c'est finalement, ne vous laissez pas abuser, on vous utilise, et moi je ne veux pas faire partie de cette opération-là, parce que c'est une mascarade. Oui, et puis Fabrice Hakoun, on voit aussi des élus qui expliquent que la France insoumise de manière plus large, pas que sur ces questions-là, est un parti extrêmement, en réalité... cadré où les voix dissonantes, les avis divergents n'ont vraiment pas leur place. On voit d'ailleurs que les premiers proches de Jean-Luc Mélenchon, ceux qui étaient là au début, on peut citer par exemple Alexis Corbière ou Raquel Garrido, en fait quand ils ont commencé à critiquer, eux qui ont fondé la France insoumise, on leur a demandé de partir. Ils ont été exclus, c'est un parti, c'est une formation sectaire qui est au service d'un homme et de son prétendu ou pseudo-destin, voilà, qui est un mégalomane. Et ce qui terrifie le plus dans tout ça, c'est que finalement, ils ont une indignation à géométrie très variable. Ah oui. Ils sont capables à la fois d'être anticléricaux et en même temps de défendre le voile. Donc ils ont quelque part...
une incohérence. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est le nombre de personnes qui les soutiennent encore et qui votent encore pour ce parti. Quand on voit une telle incohérence, ils sont capables de défendre le féminisme, mais en même temps de ne rien dire quand Carlos Martins Bilongo parle de promotion canapé pour Rachida Dati. Enfin, c'est ignoble. D'ailleurs, ça tombe sous le coup de la loi. On trouve quand même que les pouvoirs publics sont très faibles, d'ailleurs, par rapport à tout ça.